Yannick Jadot, la tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes, est l'invité d'Audition Publique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous donc des chaînes parlementaires de l'AFP et du Figaro. Et si vous suivez d'ailleurs l'émission sur le Figaro Live, via le chat, vous pouvez réagir et même interréagir en posant vos propres questions. Et je me ferai votre relais sur ce plateau. Alors, l'écologie, bien sûr, Yannick Jadot est au cœur de tous les débats et de toutes les colères aujourd'hui face à un gouvernement qui donc a décidé de tenir bon face aux gilets jaunes qui n'ont pas désarmé partout en France, vous l'avez vu encore aujourd'hui. Vous répondrez donc au cours de cette émission à Charles Sapin, Stéphanie Le Rouge, déjà présent, Le Figaro et l'AFP, également à Oriane Mancini et Brigitte Boucher, et puis à deux parlementaires qui nous rejoindront tout à l'heure, le député En Marche Damien Pichereau et le sénateur LR Jean-François Husson, qui d'ailleurs lui a calculé pour un rapport sénatorial l'impact de la hausse des taxes. Il nous en dira plus tout à l'heure. Mais d'abord, Yannick Jadot, une question sur Carlos Ghosn, qui est donc aujourd'hui arrêté au Japon, le grand patron de Renault-Nissan, des soupçons de fraude fiscale. Quelle est votre réaction à ce que l'on présente déjà comme sa chute, lui que vous n'avez pas ménagé encore dans un passé récent? C'est un fraudeur en série. Un fraudeur fiscal, on le voit au Japon, et un fraudeur en tant que patron de Renault. Il faut savoir qu'il y a plus de 2 millions de véhicules Renault qui sont en circulation dans notre pays, qui explosent totalement les normes de pollution diesel et CO2, qui les explosent frauduleusement. Mais à la différence de l'Allemagne où le gouvernement a imposé aux constructeurs automobiles de rappeler les voitures pour recalibrer les moteurs, pour finir avec la fraude, le gouvernement français n'a jamais rien exigé de ses constructeurs. Vous dites fraudeur en série, vous faites le lien entre ces affaires fiscales qui lui sont reprochées aujourd'hui et puis la conduite de son entreprise? Bien sûr, parce que pour les Français, il y a à la fois un sentiment profond d'injustice. Ce n'est pas la première fois que Carlos Ghosn apparaît dans les médias pour avoir défendu des salaires totalement mirobolants. Oui, mais Yannick Jadot, au-delà du dérapage fiscal de l'homme, que l'enquête judiciaire nous apprendra peut-être sûrement plus en détail, le bilan de cet homme à la tête d'un géant, il a quand même porté Nissan-Renault à un sommet inédit, et il a investi avant beaucoup de ses concurrents sur le véhicule électrique. Notamment, pour vous, c'est quoi? C'est une mauvaise décision? Il faut mettre tous vos griefs dans le même sac et jeter Ghosn? Moi, le bilan que je fais aujourd'hui, et y compris en tant que député européen, j'ai vu comment le groupe Renault, à l'identique le groupe PSA, comme Volkswagen et les autres, interféraient brutalement avec tous les processus de décision européens pour réduire leurs contraintes en matière d'émissions de CO2, en matière d'émissions de dioxyde d'azote, ce qui est le problème du diesel. Et à chaque fois que vous réduisez vos contraintes en matière de CO2 comme en matière de diesel, vous réduisez les contraintes en matière de consommation de carburant. Alors, par exemple, sur la voiture électrique, c'est quelque chose. Très bien d'investir sur la voiture électrique, très bien d'investir sur des modes alternatifs. Mais je regrette que nos deux groupes français... Est-ce qu'il doit quitter la tête du groupe, pour être clair? À partir du moment où, s'il était avéré qu'il est mêlé à une fraude fiscale, ça serait totalement aberrant qu'il reste à la tête du groupe. On a déjà eu un conseil d'administration qui n'a jamais écouté l'État sur le plafonnement de ses salaires, qui sont totalement mirobolants, totalement en dehors de toute réalité de rémunération. Et là, s'il était avéré qu'il est coupable de fraude fiscale au Japon, évidemment, il ne peut pas rester à la tête du groupe Renault. On a l'impression que vous êtes réjoui ce soir. Vous parlez, c'est un fraudeur en série. Vous savez... vous êtes content de le voir arrêté? Non, pas du tout. Non. Vous savez, moi, je suis extrêmement inquiet. À partir du moment où des groupes automobiles sont pris en flagrant délit de fraude aux consommateurs, un véhicule en moyenne en Europe... Ah oui, ça, vous l'avez déjà dénoncé. Vous avez dénoncé une escroquerie en bande organisée. On parle d'un homme, un grand patron. Attendez. À partir du moment où, en moyenne, chaque véhicule européen consomme 400 € de plus de carburant que ce qui est vendu aux consommateurs. Donc j'appelle ça une fraude. À partir du moment où, vous savez, l'absolue nécessité que les Français retrouvent de la confiance à la fois dans leurs dirigeants politiques, mais aussi dans les dirigeants des groupes privés.
des groupes qui font l'économie. À partir du moment où une personne est en rupture par rapport à cette confiance, le mieux c'est qu'il parte. Mais même s'il a été un grand visionnaire, je ne me réjouis pas une seconde qu'un groupe français se retrouve coincé à la fois sur la fraude aux consommateurs, sur la fraude aux citoyens pour la pollution, comme sur la fraude de son dirigeant en matière fiscale. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ça casse en permanence la confiance qu'ont les Français et dans le monde politique et dans le monde économique, et que franchement, en ce moment, ajouter de la défiance à la défiance, c'est une très mauvaise nouvelle, et pour notre économie, et pour notre démocratie. Voilà pour Carlos Ghosn. Donc parlons maintenant des Gilets jaunes. Yannick Jadot, est-ce que le gouvernement peut dire « j'entends la colère », et la colère qui perdure, je le disais encore aujourd'hui, et ne pas bouger? Non, c'est totalement aberrant. Vous savez, moi je soutiens la fiscalité écologique. Il faut sortir du carbone, il faut sortir du diesel. On voit les feux de forêt, enfin les feux bien au-delà des forêts, encore en Californie, on les a vus cet été en Europe. Lutter contre le dérèglement climatique est une nécessité absolue. Le diesel en France, c'est 10 000 morts prématurés par an. Le gouvernement, il a instauré la fiscalité écologique. C'est ce qu'il fait. Donc il faut de la fiscalité écologique. En revanche, ce qu'ont toujours dit les écologistes, c'est que chaque euro prélevé doit être rendu aux Français pour les accompagner dans cette transition. Aujourd'hui, c'est très très loin d'être le cas, donc ça participe d'un ras-le-bol fiscal et ça participe au fond de faire porter le coût de la transition sur des personnes qui n'ont pas les moyens de l'assumer et de changer. Ce que vous pointez, Yannick Jadot, c'est finalement un mauvais aiguillage des bénéfices de ces taxes. Donc, c'est-à-dire que vous préfériez que le bénéfice de ces taxes aille davantage vers une transition énergétique. Je ne crois pas que les Gilets jaunes défilent pour cette raison. Ils portent plutôt un mécontentement, un ras-le-bol fiscal. Ils veulent un signe pour le pouvoir d'achat. Finalement, que ces taxes financent la transition écologique ou non, je ne suis pas sûr que ce soit le principal problème. Si, je crois qu'aujourd'hui, le consentement à l'impôt dans notre pays s'est profondément affaissé ces dernières années. Il s'est profondément affaissé parce qu'il y a un sentiment d'injustice sociale liée à l'injustice fiscale. À partir du moment où ce quinquennat a commencé avec la suppression de l'impôt sur la fortune. Il y a eu l'idée, on a eu les APL, on a eu la CSG. Mais vous soutenez les taxes. On a eu... Non, mais je soutiens... Moi, je suis pour l'impôt. Vous savez, les gens qui... Vous êtes pour la trajectoire de la hausse prévue pour le diesel et l'essence. Vous êtes pour la hausse. Simplement, massive. je dis, à partir du moment où on est dans cette nécessaire transition, il faut tout faire pour accompagner les Françaises et les Français dans ce changement. Ce pourquoi beaucoup manifestent, c'est la question du pouvoir d'achat. Si on investit comme on devrait le faire, comme nous le demandons sur la rénovation thermique de nos logements, ce sont des emplois dans toutes nos zones rurales, dans tous nos quartiers, dans tous nos centres-villes. Quand nous nous battons sur les énergies renouvelables, ce sont des emplois dans tous les régions, y compris celles qui sont désertées. Quand nous nous battons sur d'autres formes de mobilité, c'est aussi accompagner les Françaises et les Français dans leur liberté de se déplacer. Le patron de la CFDT demande un Grenelle, finalement, pour financer la transition énergétique. Le PS et le PCF disent qu'il faut geler la progression actuelle des taxes pour éventuellement faire ce Grenelle. Est-ce que c'est une proposition que vous partagez ce soir ? Non. Je pense que, si vous voulez, je suis toujours attristé quand ceux qui se revendiquent aujourd'hui de l'écologie, et vous m'avez régulièrement interrogé sur « Ah mais aujourd'hui tout le monde fait de l'écologie, donc finalement il n'y a pas besoin des écologistes ». Non, moi je ne suis pas pour un jour je défends l'écologie, le lendemain je souffle sur les braises des colères, où j'attise les peurs, où j'attise le désarroi. Donc je ne suis pas pour cette logique-là. En revanche, la proposition de Laurent Berger est une excellente proposition. Il faut remettre aujourd'hui de l'intelligence collective dans ce débat. Vous savez, moi j'ai été un initiateur et un négociateur du Grenelle de l'environnement. On avait les collectivités locales. L'enjeu majeur d'avoir les élus locaux autour de la table. Les associations représentant les familles, les associations représentant les consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les syndicats représentant les salariés, l'État évidemment. Et il faut qu'il y ait des représentants. Mais le gouvernement les Gilets jaunes. Non, parce que ce serait un renoncement. Mais parce que ce gouvernement est dirigé par Bercy.
On est dans une absurdité politique où aujourd'hui Bercy dit « Oh, ben on va réduire de 5 € les APL, ça ne va pas se voir ». C'est un bordel absolu aujourd'hui dans le logement. Vous avez Bercy qui dit « Mais si on déclare à la télé, quand on envoie le Premier ministre ou le ministre des Finances, que vous inquiétez pas sur le pouvoir d'achat, il va y avoir l'inversion de la courbe de la tendance, que le pouvoir d'achat que vous perdez aujourd'hui, vous allez le récupérer demain ». Tout ça, c'est de la bouillie, personne ne comprend rien. En revanche, avoir ce Grenelle de la transition, où tous les acteurs sont associés pour décider et de la collecte de l'argent sur l'écologie, mais comment on accompagne les familles, comment on investit, et je vais aller plus loin, pardonnez-moi. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Une seconde, je vais aller plus loin. Il faut ce Grenelle de la transition. Et pour ma part, je suis favorable à ce qu'on crée aujourd'hui la Sécu de l'environnement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 enjeux majeurs, la santé, le social. On a mobilisé l'ensemble de la société pour y faire face et on a mis tous les acteurs importants autour de la table comme gouvernance. Moi, je veux que face aux grands défis de l'environnement, on crée la Sécu de l'environnement qui serait une sorte d'organisation structurelle de cet accompagnement de la transition. Donc la Sécu de l'environnement. Ben oui, c'est toute la fiscalité écolo. La fiscalité qui irait là. Qui irait là, et on mettrait tous les acteurs concernés pour les aider à organiser la transition, qu'on fasse les meilleurs investissements, qu'on fasse les meilleures règles, qu'on fasse la meilleure des fiscalités. C'est un enjeu qui est tel qu'on ne peut pas laisser quiconque sur le bord de la route. Charles. Ce qui est très intéressant, c'est à vous écouter, on dirait qu'il n'y a qu'une et une seule vision de l'écologie. Vous discutez d'ailleurs, si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous discutez finalement la possibilité d'autres partis de porter des voix écologistes. Pourtant, il y a d'autres visions de l'écologie. On en voit une qui prend de plus en plus d'ampleur, une écologie finalement plus conservatrice, qui est portée notamment avec une vision des limites, avec par exemple un retour des frontières pour protéger des espaces délimités. Que pensez-vous de cette écologie qui est portée par exemple par un intellectuel comme Hervé Juvin, qui sera probablement sur la liste du Rassemblement national pour les européennes? Pour vous, ça apporte quelque chose à la cause écologiste ou pas du tout? Mais vous savez, moi il y a 20 ans, quand j'étais à Greenpeace, on était tout seul sur l'écologie. Il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tant mieux. C'est notre victoire aussi que, au fond, il y ait ces majorités culturelles. C'est une victoire pour vous. Mais que tout le monde en parle, c'est une victoire culturelle. Aujourd'hui, sur la question des pesticides, sur la question des énergies renouvelables, sur la question du logement, sur la question des mobilités, tout le monde est d'accord pour avancer. Simplement, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. Nous, on le fait au Parlement européen. Il y en a beaucoup qui en parlent et qui, finalement, renoncent. Mais sur cette vision conservatrice que vous mentionnez de l'écologie derrière des frontières, franchement, la biodiversité, le climat, la protection des océans, l'échelon pertinent, c'est l'échelon européen à la fois pour porter aujourd'hui malheureusement contre Trump, contre Poutine, contre pour partie les Chinois, contre Bolsonaro maintenant au Brésil, pour porter cette idée qu'on a une communauté de destin mondiale, qu'il faut qu'on organise ensemble la protection du climat, de la biodiversité et la solidarité. C'est l'échelon européen. Et pour être capable, justement, au sein de l'Union européenne, d'investir, moi je porte l'Europe des terroirs. Vous savez, cette capacité qu'aurait l'Europe à aider les territoires, les terroirs, à organiser la transition agricole, la transition énergétique, la transition sur les mobilités, la culture, tout ça, on a besoin de l'Europe. Franchement, l'écologie derrière nos frontières, aujourd'hui, c'est totalement absurde. Alors, vous disiez tout à l'heure que Bercy gouverne. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement essaye de se refaire une virginité écologique en affichant sa fermeté sur ce sujet alors que Nicolas Hulot est parti, alors qu'il est attaqué par exemple sur sa décision sur l'île de Palme, alors que la montagne d'or, etc. Quand Nicolas Hulot a négocié son ministère, il avait très clairement dit c'est le ministère de la transition écologique et solidaire. L'aspect solidarité a malheureusement totalement disparu. Aujourd'hui, l'écologie, telle que portée par ce gouvernement, est finalement en train de dégoûter une partie de nos concitoyens du combat écolo, voire de la protection de leur propre santé. Parce qu'à force de leur dire que l'écologie, ça n'est qu'une contrainte, c'est finalement taxer ceux qui sont dans une situation la plus difficile, mais que finalement ça sert à
jouer des effets de bolto entre là la taxe d'habitation, là la CSG, là les APL, là l'ISF, là la flat tax sur l'épargne. Personne ne comprend plus rien et il y a ce sentiment d'être grugé. Et je suis surpris d'ailleurs que ce gouvernement prétende le faire au nom de l'écologie quand il s'agit d'abord d'une fiscalité de rendement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'abonder le budget général et non pas d'organiser la transition écologique. Parce que quand vous êtes contraint sur vos transports, si vous payez plus vos carburants, est-ce que ça vous fait changer de mode de transport s'il n'y a pas de ligne de train ? Pour vous, Macron porte atteinte à la cause écologiste ? Ah bah quand même, à un moment donné, il a dit « les 80 km/h, c'est très impopulaire. Attention, c'est l'écologie. » Non, les 80 km/h, c'est un enjeu de sécurité routière. Mais d'un seul coup, au fond, quand c'est mal perçu, il veut mettre ça sur l'angle de l'écologie, sur le mode « Ah, l'écologie, c'est mal, mais il faut le faire, donc je le fais. » Non, il ne dit pas assez, M. Macron, à quel point l'écologie peut être porteuse d'une reconstruction de nos sociétés. Pourquoi, pardonnez-moi, pourquoi les personnes aujourd'hui manifestent et pourquoi beaucoup sont en situation difficile ? Parce que depuis des décennies, on a porté un aménagement du territoire qui nous oblige à faire des kilomètres et des kilomètres. Qui a favorisé la grande distribution et les hypermarchés en banlieue ou en zone rurale isolée plutôt que les commerces de centre-ville? Qui a réduit les petites lignes de chemin de fer? Qui a en permanence créé les conditions pour qu'on soit obligé de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour accéder à un service public? Vous aviez votre place alors dans les manifestations, vous n'y êtes pas allé, hein? Non, parce que ces manifestations s'opposent à la fiscalité écolo. Moi, je veux une transition énergétique. Je veux une transition sur les transports. Vous avez dit votre frustration parce que Édouard Philippe est venu à la télévision hier soir sans aucune proposition nouvelle. En revanche, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez dit que c'était aberrant pour vous. En revanche, est-ce que c'est aberrant de pointer le danger de l'anarchie face à ce que l'on constate, une dérégulation de la contestation? Est-ce qu'elle est lourde de menaces pour le pays aujourd'hui? On est aujourd'hui face à des mouvements, un tel ras-le-bol dans notre société que, y compris, nous avons une responsabilité politique majeure. Je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui participent d'attiser les colères, de souffler sur les braises, ont au fond, ne répondent pas à la responsabilité politique. Quand on est un responsable politique, quand on est un élu, notre honneur, notre responsabilité, c'est de répondre aux colères. Ce n'est pas de les attiser. Il y a eu dans ces manifestations des comportements absolument inadmissibles. Alors, soyez homophobes, xénophobes, des comportements de contrainte, même quand ils font des blocages filtrants. Vous soutenez, vous affichez que vous soutenez, vous passez, vous n'êtes pas forcément favorable à ces blocages, vous êtes bloqué. C'est pas comme ça qu'on fait. Est-ce que des responsables de parti ont soufflé sur les braises? Bien sûr. Qui? Bien sûr. Vous avez, écoutez, vous avez qui a soutenu, qui a appelé à la mobilisation? Vous avez le Front National, vous avez les Républicains, vous avez une position mi-figue, mi-raisin, comme d'habitude, du Parti Socialiste, et puis vous avez très clairement la France Insoumise. Et finalement, cette colère, hier, Marine Le Pen était invitée du grand jury. Elle appelait finalement les Gilets jaunes le peuple central. Et elle se disait légitime d'être leur porte-voix dans le bureau d'Édouard Philippe. Pour vous, c'est une crainte à 7 mois des européennes que finalement, elle ramasse la mise? À chaque fois qu'on laisse s'installer l'idée que les dirigeants n'entendent pas le ras-le-bol, n'entendent pas la colère, n'entendent pas le désarroi, on favorise le populisme. Pourquoi je me bats autant contre le statu quo libéral, technocratique, tel qu'il est aujourd'hui installé en Europe? Et que porte Emmanuel Macron? C'est parce que tant que vous laissez ces politiques se développer comme elles se développent, vous n'êtes pas le rempart des populistes, vous n'êtes pas le rempart des extrêmes droites, vous devenez leur marchepied. Merci pour cette première partie, merci à tous deux. Ils avaient encore des tas de questions, mais les questions seront posées dans la suite de l'émission, et notamment avec les deux parlementaires qui font maintenant leur entrée sur le plateau.
Et vous, messieurs, j'ai juste le temps de donner une réaction. C'est très paritaire sur le plateau. Hein. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez partie de la parité. Vous en faites partie, moi aussi. Et c'est comme ça, on s'excuse, mais on essaiera d'améliorer les choses dans la dernière partie de l'émission, soyez Très patients. bien. En tous les cas, j'en profite pour donner la réaction d'un internaute qui réagit sur le Figaro Live, qui ne comprend pas votre position. Yannick Jadot qui dit, mais attendez, vous êtes pour la hausse des taxes sur les carburants, mais vous êtes contre le matraquage fiscal, vous êtes contradictoire. C'est pas simple à comprendre. La position, elle est claire. Chaque euro collecté doit être rendu aux Français pour les accompagner. Voilà, c'est plus simple. Très bien. Alors avec nous, donc le député La République En Marche, élu de la Sarthe, Damien Pichereau, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, bonsoir. Et si je vous dis, messieurs, est-ce que vous considérez tous ici être écologistes? Levez la main droite et dites, je le suis. Je le suis sans aucun souci, avec bonheur et plaisir. Je le suis, évidemment. Alors quelle est votre différence? À titre personnel, je me suis engagé en politique, ça fait 20 ans que je porte dans mon territoire les enjeux de l'environnement, de l'écologie. Donc c'est vraiment sans complexe, et parce que j'ai également, avec d'autres évidemment, parce que ça n'est pas qu'une aventure personnelle, j'ai animé, j'ai coordonné, j'ai souhaité faire bouger les lignes, et en tous les cas rassembler. Je peux juste vous dire que pendant 2 mandats au Grand Nancy, nous avons quasiment adopté à l'unanimité toutes les décisions touchant à l'environnement. Tant mieux. Très bien. Alors, un exemple à suivre. Je parlais avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Je vais même vous donner un seul exemple. La seule fois où on a changé une chaufferie charbon par une connexion sur un réseau de chaleur urbain avec une chaufferie bois, le seul élu sur 80 qui a voté contre, c'était un élu qui se disait vert. Alors, quelle est votre question à la tête de liste Europe Écologie voilà, Les Verts? La première question, j'ai entendu le fanatisme pour l'appétit de fiscalité verte. La fiscalité verte vient d'augmenter fortement, en tous les cas c'est voulu comme ça par le gouvernement d'Édouard Philippe avec le président de la République Emmanuel Macron. La taxe carbone et la convergence essence-diesel, excusez-moi, sur les 5 ans, c'est 46 milliards d'euros supplémentaires. Vous venez de dire qu'ils vont être donc prélevés sur les Français, et grosso modo aujourd'hui, 20% seulement qui sont dirigés vers l'accompagnement des mesures aidant les Français. Donc puisque vous êtes pour cette fiscalité verte qui contraint, qui quelque part aujourd'hui a tendance plutôt qu'à accompagner, à punir, expliquez-moi comment vous pouvez encore aujourd'hui considérer que c'est le seul moyen, la seule arme pour aider les Français à bouger. Moi, j'ai d'autres idées, mais expliquez-moi quelle est votre conviction, parce qu'on sent que le bâton fiscal, finalement, il provoque un certain plaisir chez les Verts. Alors, je ne suis pas un fanatique. La France, au niveau européen, est dans le wagon de queue de la fiscalité écologique. Il y a beaucoup d'autres pays qui font beaucoup plus. L'idée de la fiscalité, c'est quoi ? C'est de faire évoluer les comportements et les stratégies d'investissement. L'enjeu essentiel, c'est évidemment la visibilité. Ce qui manque d'ailleurs dans le moment, il faudrait peut-être avoir une réflexion d'ailleurs sur la TIPP flottante. Ce qui manque dans le moment, c'est qu'en fait... jusqu'à maintenant. Non, mais ce qui manque dans le moment, en fait, c'est une sorte de lisibilité, de lisibilité de la fiscalité pour les Français, et qui comprennent à quel point ils doivent engager. Vous parlez de 54 milliards. Non, 46. 46. Vous avez parlé de 46 milliards. Imaginez que ces 46 milliards soient intégralement investis dans la rénovation thermique du logement. Non, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut parler des... Non, mais il faut parler de la vraie vie. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Mais moi non plus, mais il faut parler de la vraie vie. Il faut parler de ce qui se passe. Aujourd'hui, on a une trajectoire que le gouvernement a voulu accentuer. Non, mais vous êtes en train de dire que je vais être comptable de la politique du gouvernement que j'ai abondamment critiquée. Et vous demandez plus de fiscalité verte. Je pense que ce n'est pas la bonne solution, et notamment quand on accélère la pente de la taxe carbone. J'ai dit, je vais juste vous dire, vous pourrez vérifier dans le journal officiel, le 24 novembre dernier, lorsqu'on nous a demandé d'adopter la trajectoire pour 5 ans. J'ai fait une remarque de forme qui est, premièrement, on ne peut pas nous demander de voter à l'aveugle sans connaître le contexte et pour 5 ans. Résultat, j'ai dit, il est hors de question, prenez l'exemple du Grenelle de l'environnement, voté à la quasi-unanimité par les 2 assemblées, qui a été arrêté brutalement par une ministre avec les bonnets rouges.
il n'est pas question de refaire les bonnets rouges autour de la taxe carbone. C'est pourtant ce qui se passe en ce moment. Alors, on va donner la parole au député, mais quand même, monsieur le sénateur, Non, mais est-ce que ça, vous avez c'est quand même intéressant. une idée alternative, alors, plutôt que la Non, non, mais fiscalité c'est- moi, écologique c'est- non, mais Une idée. c'est- Alors c'est simple, Une idée. c'est de travailler plus sur la réglementation. Quand j'ai conduit la commission D'accord. d'enquête sur la pollution de l'air, Oui. l'ensemble Est-ce que vous de avez nos écouté la- partenaires, est-ce que vous avez écouté l'ensemble la de nos première partie partenaires, oui bien sûr, l'ensemble de nos D'accord. partenaires nous ont dit à choisir entre une fiscalité et de la réglementation, De la réglementation plus que de la fiscalité. Monsieur le député. travailler avec Ah, les je partenaires. peux pas répondre. en Ah fait. bah si, mais vous allez répondre aux deux. Mais on a envie répondre aux deux en d'entendre. même temps. Monsieur Pichereau, on a envie de l'entendre. Ben oui, moi j'ai envie de dire encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Ça fait 30 ans que j'entends un discours. Le même discours où il faut faire plus, il faut Vous avez sortir quel du CO2. J'ai 30 ans, ça tombe bien. Voilà, ça tombe Il est parfaitement. pas- C'est non, ça vous êtes, c'est pas, Mais vous oui, n'avez pas ben- commencé la politique en vous rasant. Vous avez commencé Ah la non, politique, c'est d'accord. ça la nouvelle génération, C'est c'est qu'on intéressant. s'intéresse à l'écologie depuis qu'on est Ça tout reste petit, on a plus, grandi avec. Maintenant, ce que je vois bien, c'est que vous proposez rien. C'est Ah bon ce que j'entends. Et quand vous dites tout ça, c'est de la bouillie, les gens n'y comprennent rien, c'est à peu près ce que vous proposez ce soir. Les gens Ah n'y bon comprennent rien. D'accord. Tout simplement, comment vous financez? Vous me dites chaque euro collecté doit être reversé aux Français. Mais c'est déjà ce qu'on fait en quelque sorte. Ah bon On rappelle que cette année, par exemple, la TICPE va rapporter 37 milliards d'euros. Ouais. On en a déjà 35 qui C'est combien, financent. c'est combien la fiscalité écologique au total On est à plus de 50 millions d'euros, on est d'accord? Non, 50 milliards. milliards plutôt. Milliards, pardon. D'accord. Il y a des millions. Donc Erreur. déjà, vous voyez qu'il y a un décalage entre l'ensemble de la fiscalité écolo et le budget du ministère. Ça tombe bien, puisqu'il n'y a pas que le D'accord. ministère qui finance la fiscalité écologique. D'accord. Je vous l'apprendrai pas. Quand on demande un plan massif d'investissement dans la rénovation, même Nicolas Hulot, qui a quitté le gouvernement, l'a dit quand il est parti, il a dit on a un objectif de 500 000 rénovations thermiques par an, avec un objectif prioritaire qui sont les passoires énergétiques loin, hein, des de 500 nos... 000. Et bien voilà, quand vous dites qu'on a des propositions, ben c'est ça qu'il faut faire. comment Quand, vous vous financez touchez... Comment vous financez? Ben, Sans touchez- augmenter la fiscalité écologique. mais justement, d'allouer cette fiscalité écolo à l'investissement dans la rénovation. Quand vous venez de réduire le crédit d'impôt sur la transition énergétique, vous venez de le diviser par deux. Vous venez de mettre en difficulté un bon nombre d'artisans qui s'étaient engagés, qui investissaient sur le changement de fenêtre, un certain nombre de rénovations des logements qui étaient très efficaces au regard de ce que dit Thierry Repentin. On sait aussi que, Donc, et c'est la Cour des vous- comptes d'ailleurs donc, qui l'a dit, en fait, à la que réalité, c'est que vous CITE, réduisez il a le eu budget. aussi un effet, Vous un effet réduisez- pervers qui a créé un effet d'aubaine. Vous On le sait réduisez, aussi, on l'a tous vu. vous réduisez l'investissement dans la transition énergétique au moment Mais non. où vous avez une fiscalité qui augmente. Moi, ce que je propose, Pas du tout. c'est le triplement du chèque énergie. Formidable. On passe. Non, non, bah oui. Non, mais Ben, formidable. vous- Et comment vous- on le finance? Ben, vous Dites-nous. gagnez 4 milliards. De 2018 à 2019, vous avez 4 milliards en plus. Ouais. Le triplement du chèque énergie, c'est de passer de 600 millions à 1,8 milliard de soutien. Non, mais C'est comme ça, direct. les gens continuent à Attendez, chauffer au finis-moi. fioul. C'est formidable. Vous ne savez pas comment fonctionne le chèque Vous êtes énergie, c'est incohérent. inquiétant. Vous êtes incohérent. C'est inquiétant. Excusez-moi, que vous êtes sachiez totalement pas incohérent. comment fonctionne Nous, le ce chèque qu'on dit énergie. aujourd'hui, c'est C'est qu'il vaut un mieux chèque que les de gens- soutien à la transition. Tout à fait. Non, c'est un chèque qui soutient. C'est Arrêtez. un chèque de soutien à la transition. Vous savez même pas, vous savez pas comment ça fonctionne. Bien sûr que Quand si. on demande d'investir sur, y compris d'accélérer les primes à la conversion. qu'on Je vais a fait. prendre deux C'est ce qu'on exemples. fait, d'ailleurs. Je vais prendre deux exemples. Elle a été doublée, c'est ce que vous c'est ce qu'on a demandiez fait. pour la voiture. C'est exactement Bien ce qu'on sûr. a fait. Alors ça, vous... Non, non, il est doublé sur les ménages, les 20%, Les 20% neige. des ménages les plus pauvres. C'est même pas les non imposables. C'est même pas le doublement sur l'ensemble des non imposables. Prenons deux exemples. Vous avez deux lignes de chemin de fer. La ligne Firminy-Saint-Étienne. Investissement de la région, des collectivités, pour électrifier. Vous avez une ligne cadencée tous les quarts d'heure. Les gens déposent leur voiture au parking de Firminy, ils prennent le train pour se rendre au boulot à Saint-Étienne. Un excellent exemple qui permet de réduire D'accord. la facture des ménages. Vous prenez un autre exemple, la ligne Caen-Le Mans-Tours. Cette ligne, elle devrait fonctionner, vous devriez être Je au la courant, connais très bien. elle devrait fonctionner à 120 km/h. Ok ? Elle fonctionne à 60 km/h. Et là aussi, c'est une ligne qui est utilisée pour aller au boulot. Dans votre réforme de la SNCF, vous renvoyez à l'ensemble des collectivités le maintien de 7 à 9 000 km de Sauf petites que lignes. là, on a une Voilà difficulté. une irresponsabilité Bon, allez, au question regard des besoins Suivante, des peut-être un usagers. autre thème, Jean-François Husson.
Enfin, moi, je voulais vous parler, puisque vous êtes candidat également pour être tête de liste aux élections européennes. Je suis tête de liste des écoles. Voilà, donc, voilà, enfin, vous êtes, Chez nous, c'est fait. vous êtes un des candidats, voilà, parce que il faudra que vous mettiez un peu d'accord dans la famille, me semble-t-il, dans la famille de ce que j'ai cru comprendre, comme étant plutôt de gauche. Moi, je suis candidat écologiste, tête de liste aux écologistes. Puisque vous êtes... les élections européennes, finalement, on sent monter une vague de protestation générale dans les pays pour des raisons multiples et diverses. Aujourd'hui, on est également dans une période où les incertitudes et les tensions internationales sont fortes. Il suffit de regarder la planète sans être un grand expert. Une nécessité de plus et mieux d'Europe, finalement d'une renaissance de l'esprit européen, me semble nécessaire, mais dans le contexte qui est le contexte actuel, que voulez-vous faire en matière de sécurité intérieure et extérieure? Et quand je dis extérieure, c'est quelle est votre position dans une Europe dont je crois que vous voulez qu'elle soit fédérale, et deuxièmement, pour une défense européenne. J'ai toujours soutenu l'idée d'une défense européenne. On a notamment en Europe à peu près 2 millions de soldats. Financé comment? J'y arrive, attendez, laissez-moi répondre. Oui. On a 2 millions de soldats. La réalité d'une défense européenne efficace, ce serait 300 000. Il y a une capacité à renforcer les coopérations, y compris technologiques, les coopérations militaires, y compris sur les appels d'offres. On perd des milliards et des milliards à faire chaque pays ces appels d'offres en matière de matériel militaire, d'équipement des soldats, tout ça. Et de perfectionner nos équipements. Souvenez-vous pourquoi, finalement, le général de Villiers se met en situation difficile avec le président Macron et qu'il est viré. C'est parce qu'il dit « j'en ai marre ». De voir. Mais vous êtes en France. Laissez-moi finir. C'est un point important. J'en ai marre de voir mes soldats se faire tuer parce qu'ils n'ont pas le bon équipement. Donc on a une capacité à construire une défense européenne. J'y suis favorable parce que c'est un pilier essentiel d'avoir une politique extérieure commune. Pas de politique extérieure commune sans une politique défense. L'armée européenne, on est encore loin. On en est très très loin. Voilà, non, mais une défense européenne avec une armée européenne sous l'autorité de qui? Parce que c'est ça l'ambiguïté chez vous. L'armée aujourd'hui, on n'y est pas. Faut pas déjà, raconter l'histoire. Je vois la conversion. Vous êtes plutôt fanamilis que vous n'étiez pas pendant des années. Donc là, j'ai besoin. Non, mais j'ai besoin de comprendre. Vous me faites en permanence des procès sans savoir ce que je raconte, sans savoir ce que je défends. Je ne fais pas un procès, je constate et je regarde quel est votre parcours et celui de votre formation politique. C'est tout. Ça paraît cohérent. Moi, j'ai pas de souci. On peut parler de nos formations politiques. Vous n'avez toujours pas de tête de liste. Moi, je vois les votes de vos collègues au Parlement. Vous êtes non, mais attendez, voilà. Je vois vos votes, les votes de vos collègues au Parlement européen. Ils votent contre toutes les mesures. Vous parliez du réglementaire sur la pollution. C'est eux qui votent en permanence pour réduire les ambitions sur les normes CO2, sur les normes de dioxyde d'azote, les prématurés par an. Au passage, le diesel, c'est pas 10 000 morts prématurés, non. Ah bon? Les morts prématurées, c'est 48 000 morts prématurées en France, toutes causes confondues. C'est juste pour remettre de la vérité et de la justice. Oui. Mais attendez, vous dites deux choses. Non, je dis qu'une seule chose, elle est juste, c'est dans mon rapport, il n'y a aucun souci. 48 000 morts prématurées liées à la pollution de l'air. Ce que disent les experts, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Ce que disent les experts, c'est la concentration de diesel sur un certain nombre de villes et tout ça, on serait à 10 000 morts. Je vous le dis. Regardez ce que disent les experts. C'est inexact, mais vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est inexact, c'est pas pareil. Regardez ce que disent les experts. Alors, on sort des querelles de chiffres. Oui, des querelles de chiffres, des querelles de parti un petit peu aussi, parce que ces débats de politique politicienne, je suis pas sûr qu'il rassure beaucoup nos Français, entre M. Jadot qui me prend de haut par rapport à mon âge et puis les débats sur les chiffres ou autres. Ça fait 30 ans que j'entends. Non, mais c'est bon, M. Jadot, c'est bon, ça suffit. On a été assez loin, je pense, maintenant, hein, n'est-ce pas? Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Vous avez soutenu une proposition qui avait d'ailleurs été faite par un de mes collègues députés LR, qui était le chèque carburant. 200 €. Vous l'avez soutenu il y a quelques semaines. Non. Si. Si, vous l'avez dit dans la presse. Je vous invite à regarder ce qui a été dit dans la presse. Non, on ne l'a pas soutenu. Si, vous l'avez soutenu, vous, à titre personnel. Vous êtes gentil, je sais à peu près ce que je raconte. Moi aussi, je sais ce que vous racontez. Ou alors la presse. Alors, l'enjeu de ce chèque énergie, expliquez-nous. Pas avec moi, effectivement, mais je pourrais vous l'envoyer. Parce que je n'ai jamais pu dire ça. Je vous l'enverrai. Quoi qu'il arrive, ce chèque carburant que vous avez soutenu, moi je le maintiens. Je suis désolé. C'est idiot, c'est ridicule. Il apporte un démenti en direct. Vous avez une équipe en régie, s'ils peuvent regarder, parce que c'est ridicule. Question sur le chèque énergie. Non, c'était sur le chèque carburant, mais puisque vous n'êtes pas d'accord, comme moi d'ailleurs, la question tombe. Moi, je vous trouve toujours aussi incohérent, je suis désolé. Entre ce que vous dites et ce que vous faites,
Et d'ailleurs, on vous entend qu'au moment des élections européennes, assez bizarrement, il y a quand même tout un monde. Ah bon? Et aujourd'hui, arrêtez de nous prendre de haut. Les Français valent mieux que ça. Vous savez, je pense que vous savez les les combats. européens, je l'espère. Non mais sincèrement, d'accord, parce que là, vous avez de mauvaises informations sur ce que je déclare. Vous savez les combats que je mène au Parlement européen? Des combats, je l'espère, pour plus d'écologie comme moi d'ailleurs. D'accord. L'interdiction de la pêche électrique, qui a gagné? C'est nous. C'est vous? Mais le gouvernement français ne soutient pas l'interdiction de la pêche électrique? C'est faux, on a même fait une... Écoutez, Alors, je peux après, vous donner... Après, je suis pas le gouvernement. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai voté une proposition de résolution européenne qui vise à interdire la pêche électrique. On s'est battu avec Cadec, député LR, mais le gouvernement français, dans les compromis du Conseil, ne défend pas l'interdiction définitive de la pêche électrique pour protéger nos pêcheurs artisans. Je suis pas du gouvernement. Je suis parlementaire avant tout. D'accord. Vous êtes par la Commission européenne d'ailleurs. L'interdiction de l'huile de palme. L'interdiction de la pêche électrique, on a voté une proposition de résolution européenne qui visait à interdire justement la pêche électrique et à l'unanimité de LR à France Insoumise. L'huile de palme, vous avez voté comment? L'huile de palme, moi je suis contre. Dans les Vous êtes néanmoins, sur ce point. j'entends Yannick très Jadot, bien aussi vous la aviez position. défendu le chèque énergie et non pas le chèque carburant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Une précision importante, monsieur le député. Monsieur le sénateur. Je voudrais revenir sur un autre sujet, parce qu'il est d'abord éminemment européen. Il a été dans les fondements, dans le pilier de la construction européenne, c'est la politique agricole commune. L'agriculture française et l'agriculture européenne, mais l'agriculture française traverse une crise majeure avec des populations qui travaillent beaucoup et qui ne trouvent aujourd'hui plus, par leur travail, par le fruit de leur travail, de quoi vivre décemment. Vous savez, aujourd'hui, plus de 40% des agriculteurs ont moins de 500 € par mois. Ouais. Pour que tout le monde comprenne, moins de 500 € par mois net. Aujourd'hui, il y a de vrais débats sur les enjeux d'une agriculture raisonnée, bio, et sur la manière de construire un nouveau modèle d'agriculture plus respectueuse de l'environnement, mais qui assure à la fois notre souveraineté nationale et qui continue avec des capacités d'exportation. Comment inscrivez-vous, je dirais, le projet écologique que vous portez aujourd'hui au service de l'agriculture française? Alors, sur la réforme de la politique agricole commune, c'est à peu près 9 milliards d'euros d'argent public qui soutient l'agriculture en France. D'accord? C'est la contribution européenne à l'agriculture française. Plus, il faut rajouter 4 milliards quasiment d'euros d'argent public français. C'est considérable. Et effectivement, vous l'avez mentionné, avec des résultats qui sont loin d'être à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer, avec autant d'argent depuis tant d'années. Au moins un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 €, un suicide tous les jours, tous les deux jours, une défiance des consommateurs, des citoyens vis-à-vis des agriculteurs. Dont parfois vous entretenez avec un peu d'excès. Non, mais moi, vous savez, je travaille avec beaucoup d'agriculteurs, de paysans, pour faire quoi? Pour faire que cet argent aille pour des agriculteurs qui vont à la fois faire de la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, c'est pas de faire du bœuf congelé exporté en Arabie Saoudite ou d'essayer de concurrencer les Brésiliens sur le marché chinois. C'est de faire de la valeur ajoutée dans notre pays. Et la valeur ajoutée, c'est ce qui, en plus, permettra d'avoir des agriculteurs qui respectent les animaux, des agriculteurs qui respectent l'environnement et des agriculteurs qui sont le pilier d'un truc extraordinaire qu'on a en France qui s'appelle la gastronomie. Aujourd'hui, malheureusement, cette politique agricole commune participe davantage d'une mondialisation de la malbouffe que vous soutenez avec vos collègues à travers les accords de libre-échange avec le Mercosur ou avec le Canada, et pas au fond, à offrir un avenir à nos campagnes, offrir un avenir à nos paysans et protéger l'environnement comme protéger notre santé. C'est ça notre objectif. Voilà la réponse. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette confrontation. On arrive tout de suite à la troisième partie d'audition publique avec nos deux journalistes femmes, Yannick Jadot, vous les attendiez, qui arrivent. Avec donc Oriane Mancini et Brigitte Boucher. Bonsoir, mesdames. Tiens, une question d'un internaute du Figaro Live qui demande sur le chat, est-ce que vous pensez, Yannick Jadot, que la voiture électrique est l'avenir de la transition écologique? Oui, non? Elle y participe. Elle y participe, la voiture électrique, parce que notamment une voiture électrique en ville, c'est une voiture qui n'émet pas de pollution. Donc c'est important en ville. Comme les centrales nucléaires, j'ai envie de dire.
Mais si, c'est ça le problème. C'est que, vous voyez, on a quand même des déchets pour des centaines de milliers d'années. On a des batteries au lithium. On a les voitures. ouais, mais enfin, une batterie au lithium qui explose, c'est pas comme un réacteur nucléaire qui explose. Donc, après, une voiture électrique, elle a besoin d'électricité. Et l'électricité, si elle vient des énergies renouvelables, c'est parfait. Si elle ne vient pas des énergies renouvelables, c'est une autre pollution. Mais attention, l'enjeu de la transition sur la mobilité, ce n'est pas de remplacer toutes les voitures par d'autres voitures. C'est de permettre à nos concitoyens de prendre un train-train, de prendre un bus, de faire du covoiturage. Vous voulez pas dire les privés de voitures, plutôt? Mais non, mais pourquoi? Il y a une quantité considérable de transports, y compris en voiture, qui font moins de 1 km. Est-ce qu'on ne peut pas proposer des alternatives plutôt que la bagnole sur moins de 1 km? Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que nos concitoyens dans les zones rurales, ils aient à un moment donné à prendre leur voiture, mais qu'ils puissent déposer leur voiture dans un parking, faire du covoiturage avec leurs collègues et que ce covoiturage rentre dans les indemnités kilométriques qui sont remboursées par les entreprises? Ça, c'est facile. Brigitte. Une question sur la législative partielle dans l'Essonne qui a eu lieu ce dimanche, le premier tour. Francis Choix est arrivé en tête devant Farida Amrani pour la France insoumise. Tout dépendra du report de voix. Eva Sass, qui est la candidate PS Europe Écologie Les Verts, est arrivée 4e avec quelques 10% des voix. Est-ce qu'elle doit appeler à voter pour un candidat et pour lequel? Elle s'est parfaitement exprimée. Elle a dit qu'elle laissait les électeurs libres de leur choix. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les électeurs, ce n'est pas des boîtes de petits pois dont on change l'étagère. Mais ça veut dire que pour vous, pour Europe Écologie Les Verts, il n'y a pas de choix à faire entre un candidat très proche d'Emmanuel Macron et un candidat de la France Insoumise? Sa déclaration est très claire. Elle a dit que la liste qu'elle portait... Non, mais là, la question vous est adressée à vous. La liste qu'elle portait ne se reconnaissait ni dans une liste, ni dans l'autre. Et vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron ou de la France Insoumise? Je me sens proche de l'écologie. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir la détermination à affronter les lobbies, à porter au Parlement européen ou dans les municipalités ou dans les collectivités territoriales comme les régions, à porter cette transition écologique qui crée des emplois sur tous nos territoires, qui offre, qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat. Et vous savez, quand vous avez de l'activité économique, eh ben, vous avez des services publics, vous avez de la culture et vous avez de la démocratie. C'est pour ça que je défends les terroirs. On va parler de l'Europe. Emmanuel Macron était hier à Berlin. Dans son discours, il a dit « L'Europe et en son sein le couple franco-allemand se trouve investi de l'obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos ». C'est de la lucidité ou de la dramatisation de la part du chef de l'État? C'est de la lucidité. Moi, j'applaudis des deux mains les discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Quand il dit à quel point il faut de la souveraineté européenne, il faut une Europe qui protège. Il avait parlé de la souveraineté climatique, de la souveraineté alimentaire. Il dit à quel point les extrêmes droites sont en train de s'emparer de l'Europe. Tous ces discours-là, j'applaudis des deux mains. Mon problème, c'est ce qu'il fait. Quand il dit... C'est-à-dire que les actes ne suivent pas? Ah ben non. Aujourd'hui, finalement, il s'est rangé avec l'Allemagne. On nous explique qu'Angela Merkel est faible, que c'est un problème pour le couple franco-allemand. Alors, il y a 2 ans, on nous expliquait qu'Angela Merkel était forte, que c'était un problème pour le couple franco-allemand. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on sache si on sait faire, même avec Angela Merkel en difficulté. De quoi on a besoin aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'on se range finalement sur une forme de grand statu quo, des accords de libre-échange qui participent de l'emballement climatique, qui participent de la mondialisation de la malbouffe ou de la mondialisation de la souffrance animale? Est-ce qu'on porte, à l'inverse, plutôt l'idée que, et c'est ce que veulent les écologistes, ouvrir, au fond, une nouvelle page de l'histoire de l'Europe, en faisant du dérèglement climatique et de l'anéantissement de la biodiversité le cœur de nos politiques? Parce que si on lutte contre le dérèglement climatique, si on lutte pour la biodiversité, on décline après l'ensemble, y compris de notre géopolitique, dépendre du soleil, du vent, de l'eau ou de la chaleur du sol, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou de Trump, c'est quand même une autre vision qu'on a de l'Europe. Offrir à notre jeunesse des emplois sur tous nos territoires, un espoir, un projet partagé autour de l'avenir. Mais comment les écologistes s'insèrent finalement dans ce débat qui est installé entre nationalistes et progressistes? Mais c'est de la blague ce débat. Pardonnez-moi. Moi, je refuse et l'arnaque libérale et les hold-up populistes. L'écologie, c'est au fond, je pense qu'on est le seul mouvement politique qui a la lucidité du monde dans lequel on vit
Emmanuel Macron, comme ses collègues européens, quand ils défendent un modèle de développement qui amène des trajets infinis aujourd'hui dans les zones rurales, mais qui amène à l'échelle globale un modèle de développement qui est 2 fois plus gros que la planète, qui explose les limites de la planète, qui maltraite les femmes et les hommes. Il participe finalement du chaos. Je ne ferai jamais. La décroissance, par exemple. Non, ce n'est pas la décroissance, pardonnez-moi. bah, J'ai parlé dans toute cette émission d'investissement. Oui. J'ai parlé dans toute cette émission d'investissement. Est-ce que la France, comme elle le fait aujourd'hui avec son gouvernement, investit dans les forages de Total en Guyane? Est-ce qu'elle investit dans les mines d'or qui vont conduire à une déforestation d'Amazonie? Est-ce qu'elle continue à importer de l'huile de palme qui participe de la déforestation en Indonésie, en Malaisie? Est-ce qu'elle porte ce modèle-là, malgré tous les discours Vous êtes très pour une sympathiques? nouvelle croissance. Je suis pour un mode de développement Oui. qui joue sur les enjeux du climat, de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, ces enjeux ça crée des secteurs économiques qui permettent de l'emploi et de l'activité économique sur tout le territoire. Il ne faut pas qu'Europe Écologie Les Verts se rapproche d'autres groupes de gauche, et notamment de Place Publique, qui est un mouvement issu de la société civile. Est-ce que ce n'est pas comme cela que Daniel Cohn-Bendit avait réussi à faire ses 16% en 2009? Mais moi, je n'ai pas de souci avec Place Publique. Ce sont mes amis. Vous savez, Claire Nouvian, par exemple, qui est une des porte-paroles de Place Publique. On pourrait parler surtout de Raphaël Glucksmann, bien sûr. Hein. Oui, mais enfin, oui, mais enfin, si... aujourd'hui. Hein? Mais qui est peut-être moins votre ami. Non, vous savez, on a beaucoup milité ensemble, on a signé des tribunes, on a fait meeting commun pour alerter l'opinion publique sur Alep et tout ça. Mais attendez, quand on parle de... Pourquoi je parle de Claire Nouvian? Parce que Claire Nouvian, elle préside Bloom, qui est une association de protection des océans. Elle a mobilisé d'une manière remarquable l'opinion publique sur la pêche en eau profonde, sur la pêche électrique. Mais qui a fait le boulot au Parlement européen? Pardonnez-moi, c'est moi. C'est moi qui ai mobilisé et construit des majorités au Parlement pour qu'on arrête la pêche en eau profonde, pour qu'on arrête la pêche électrique. Donc on est parfaitement complémentaires. Pourquoi vous ne faites pas une liste commune alors? Mais je n'ai pas vu qu'ils annonçaient qu'ils allaient faire une liste aux européennes. Est-ce que vous avez vu qu'ils annonçaient qu'ils faisaient une liste aux européennes? Vous proposez pour eux aussi en même temps? Parce que vous avez des échanges, non, mais moi, je veux bien réfléchir à toutes les options. Mais, pardonnez-moi, est-ce que Place Publique a dit « nous montons une liste aux européennes » Oui, non? Mais vous discutez avec non. Donc, je veux dire, je ne vais pas me positionner sur un truc qui n'existe pas. On me propose régulièrement de me positionner sur Ségolène Royal. Est-ce que Ségolène Royal a annoncé qu'elle tirait une liste aux européennes? Non, mais vous y croyez, pourquoi vous voulez-vous? On parle d'une liste... vous voyez, ça vous intéresse. Mais elle n'a pas dit. D'une liste socialiste, écologiste, portée par Ségolène Royal. Mais c'est qui on? Ça vous inquiète ou pas? C'est qui on? C'est les rumeurs. Ah, la rumeur. Donc vous me demandez de commenter une rumeur? Bon, ce ne serait pas impossible. Elle dit qu'elle est intéressée, qu'elle y réfléchit. La seule chose que je l'ai entendu dire, c'est « je ne veux pas être député de base ». Pardonnez-moi, moi je suis très fier d'être député de base. Quand on gagne sur l'huile de palme, quand on gagne sur la pêche, quand on gagne sur les énergies renouvelables, quand on gagne sur les paysans, quand on gagne sur la protection de notre industrie photovoltaïque menacée par les Chinois, je suis très fier d'être à la place où je suis. C'est mon combat, j'y suis très fier. Si elle ne veut pas être députée européenne, j'imagine pas qu'elle puisse se présenter à l'élection européenne. Ou alors c'est une rumeur. En Allemagne, hein, les écologistes réalisent des scores élevés, de même en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Pourquoi en France, vous n'y arrivez pas? Vous êtes crédité de 7%. Ça va venir. Vous savez, en Allemagne, il y a un an, ils étaient à la moitié. Quelle est votre trajectoire, alors, puisqu'on a beaucoup parlé de la trajectoire de la hausse des taxes? Mais vous avez politiquement, votre trajectoire, donc? Ah, mais ça va être la croissance. Ça va être la croissance de la trajectoire. Ça va être l'inversion de la courbe de la tendance. Non, je plaisante. Vous visez aux européennes. 16%? Ah, mais moi, si vous voulez, j'ai dit que notre potentiel, c'était autour de 15%. Mais ma seule volonté, c'est que si je crois à ce que je dis, c'est-à-dire que c'est le cas. Il faut sauver l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est en train de se disloquer. J'entends ceux qui vont faire le référendum anti-Macron. C'est qu'ils ont déserté le combat européen. Je suis désolé, l'Europe, le problème, ce n'est pas que Macron. Il y a Salvini, il y a Orban, il y en a d'autres. L'explication livrée hier par François de Rugy à votre faible score, pour le moment, c'est que les Verts français sont dans une radicalisation proche de l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? François de Rugy était à Europe Écologie Les Verts. Quand il pensait que c'était plus facile d'être élu, il est passé au Parti Socialiste. Maintenant, il est passé En Marche.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise Moi, je m'opportuniste, visiblement. Non, mais tout ça, c'est le passé. Moi, je veux rompre avec ces comportements-là. Pour moi, l'écologie, encore une fois, je pense que nous sommes le seul mouvement politique qui soit lucide sur le monde dans lequel nous vivons. Et je veux, si je crois à ce point qu'il faut sauver l'Europe pour offrir un avenir à nos enfants, pour sauver le climat, pour sauver la biodiversité, je veux que mon courant de pensée politique devienne le premier courant de pensée politique de notre pays. Donc parce que je Emmanuel Macron crois a raison de redouter une percée des écologistes. Mais je n'ai pas à commenter ce que pense Emmanuel Macron. Je vous dis ce que je pense être bien pour nous comme pour nos enfants. Moi, vous voyez, imaginez un Brexiteur, un parent anglais qui a voté pour le Brexit. Quand il regarde ses enfants, il lui dit quoi ? Je t'ai fermé les portes du continent ? Je t'ai bouché ton horizon ? Je t'ai bouché l'horizon sur le monde ? Ça ne peut pas être ça, quand même, ce qu'on offre à nos enfants. Mais ça ne peut pas être non plus la compétition de tous contre tous, les salariés contre les salariés, les territoires contre les territoires, les choix de société contre les choix de société, ce que porte le libéralisme européen. Et donc, moi, je veux incarner en tant que tête de liste, mais avec toute la liste, avec tous les écologistes que nous rassemblons. Alors, il y en a je veux que vous incarner. Alors d'autres écologistes, Nicolas Hulot par exemple, il va sortir de son silence jeudi dans une émission sur France 2, émission politique. Est-ce que vous pensez que Nicolas Hulot va soutenir les actions du gouvernement, la fiscalité écologique, puisqu'après tout il en est aussi à l'origine? Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui depuis son départ du gouvernement? Ce qu'il a dit, c'est quand il est parti, il a dit « je vais être tranquille, laissez-moi tranquille ». Laissez-moi prendre du recul, que personne ne me récupère. Donc je n'ai pas commencé à être en contradiction avec ces demandes. Non, ce que j'ai entendu quand il est parti, quand même, c'est au fond ce gouvernement est gangréné par les lobbies sur l'agriculture, sur l'énergie, sur la fiscalité, et ce qu'il a toujours porté, Nicolas Hulot, mais comme tous les écologistes, c'est que la fiscalité écolo, elle n'est écolo que si elle est juste et solidaire. Souvenez-vous du message. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy, le premier à avoir parlé de la taxe carbone. Il comparait la taxe carbone à la décolonisation, l'abolition de la peine de mort, l'élection au suffrage universel. Il disait tout ça. Et quand il a commandé le rapport à Michel Rocard à ce moment-là, Michel Rocard a dit « Attention, il ne peut y avoir de fiscalité écolo que si elle est juste. » Donc et vous que pensez si que Nicolas Hulot va prendre ses distances avec le gouvernement? Je vous me demandez ce que va Qu'est-ce dire que vous Nicolas attendez de Hulot. lui aujourd'hui? Rien. Qui vous soutiennent? Mais Aux européennes? j'attends de Nicolas Hulot qui joue comme d'habitude ce rôle de faire de la pédagogie, son rôle de lanceur d'alerte, d'éveilleur de conscience, parce qu'on a terriblement besoin de se mobiliser collectivement, à la fois pour engager la transition, mais pour que cette transition soit juste socialement. Puisque vous guettez la constitution ou pas des listes pour les élections européennes, il y en a une qui est annoncée dans votre créneau ce matin, Yannick Jadot, c'est Aymeric Caron, qu'on connaît bien comme chroniqueur, également comme vegan, et qui annonce donc une liste du Rassemblement des écologistes pour le vivant. Votre réaction sur ce point, et puis également sur le fait qu'il vous critique, car vous avez dénoncé les véganes qui cèdent aux violences. Eh oui, je pense que ça n'aide pas le combat sur lequel nous sommes, et je suis extrêmement investi contre la souffrance animale, notamment dans les élevages industriels. Je pense qu'à partir du moment où on s'attaque à des charcutiers, à des bouchers, on se trompe totalement de combat, et que, encore une fois, on perd du coup de vue ce combat juste contre la souffrance animale. Donc il fera sa liste. Il fait ce qu'il veut, Aymeric Caron. Ouais. Je veux dire, je sais pas, il y a qui avec lui? Ah ben on ne sait pas encore. En tous les cas, il y a lui, il l'annonce quand même dans une longue tribune. Oriane. Autre sujet, vous en avez brièvement parlé tout à l'heure, le projet de Montagne d'Or, oui. Projet de mine d'or géante qui devrait voir le jour en Guyane d'ici 2022. Alors face aux critiques, les promoteurs ont décidé de revoir leur projet pour réduire au maximum les impacts sur l'environnement. Ils disent se rapprocher du projet de mine responsable voulu par Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, l'État va leur accorder le feu vert? Je le crains, mais je me battrai jusqu'au bout pour que ce ne soit pas le cas. D'ailleurs, le rapport de la Commission nationale du débat public, où vous avez quasiment, je ne sais pas combien, 98-99% des avis sont contre le projet mine d'or. C'était de dire, en fait, le problème, c'est que le gouvernement n'a jamais posé la bonne question. Est-ce qu'on met en place des mines d'or en Guyane ou pas? Pour l'instant, on fait de l'exploitation, ce qu'on appelle alluvionnaire. D'accord ?
légal ou illégal, il faudrait lutter beaucoup plus sévèrement contre l'orpaillage illégal. Mais creuser pour créer des montagnes de boue avec du cyanure, avec des métaux lourds, tout ça, c'est prendre une responsabilité majeure, c'est prendre un risque extraordinaire qui finira toujours par retomber sur l'ensemble des habitants, sur l'ensemble des populations locales. D'accord, 750 emplois à la clé, 3000 emplois indirects. Et moi, j'ai lu le rapport Et les promoteurs sur le débat s'engagent public. à engager 90% de la population au niveau local, Okay. des employés au niveau local, au niveau de la population locale. Pour des centaines de milliers d'euros par emploi créé. En Guyane, est-ce que la Guyane a été un territoire délaissé par la République? 2 fois plus de chômage et un niveau de vie très inférieur à la métropole. Et donc, quand on a une situation économique comme ça, ce qu'on propose, c'est de saccager la forêt et de forer au pétrole. C'est de dire, en fait, vous avez un trésor qui est la biodiversité, c'est notre Amazonie. C'est notre Amazonie, c'est l'Amazonie française. Et d'un seul coup, virer la COP21, l'accord de Paris sur le climat, virer tous les discours sur la biodiversité, on va saccager avec un projet des dizaines d'autres qui vont y avoir derrière. Vous dites que vous allez vous battre. 6 organisations amérindiennes ont envoyé aujourd'hui une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Si la montagne d'or ne recule pas, nous allons droit vers l'affrontement. C'est vers ça qu'on se dirige. Ce sont des sites. Je suis allé sur place. J'ai travaillé avec les Amérindiens et notamment les jeunesses autochtones. Ce sont des sites sacrés. On est en train de détruire non seulement la forêt, on est en train de créer un risque. Vous savez, au Brésil, il y a 3 ans, dans une telle situation, il y a rupture de barrage sur les déchets. Ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ne peuvent plus vivre. Ce sont des morts. C'est une biodiversité détruite pour des générations. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à offrir aux Guyanais qu'un projet de dévastation de l'environnement? Eh bien oui, il y a l'agriculture, l'écotourisme, l'agroforesterie, la pêche. Tout ça sont des secteurs qui sont bien plus créateurs d'emplois durables, en coûtant beaucoup moins d'argent aux contribuables français. Il reste 2 minutes. Emmanuel Macron va présenter sa feuille de route énergétique pour les 10 ans à venir d'ici la fin du mois. Qu'est-ce que vous attendez de cette fameuse PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie? Le respect de la loi. Le respect de la loi, c'est la loi de transition énergétique qui a été votée. Bon, il y a un report là déjà. A été votée en 2015 après 1 an de débat public et qui disait quoi? Il disait il faut réduire le nucléaire pour enfin laisser de la place aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que Édouard Philippe, le grand homme d'Areva, lobbyiste en chef d'Areva, qui au gouvernement prend même des décisions, les annonce avant même qu'il y ait conclusion des concertations et du débat public, et qui dit on va reporter. Qui achète des terres autour de ces centrales nucléaires, éventuellement pour en mettre de nouvelles en France. C'est totalement absurde. Vous connaissez là, on n'a pas beaucoup parlé de la situation de la SNCF. La situation d'EDF est bien pire du point de vue financier. On est au moins à 40 milliards d'endettement, des murs d'investissement de 100 à 150 milliards, simplement pour mettre aux normes nos centrales nucléaires qui sont de plus en plus vétustes. Mais comme tout le monde, les énergies renouvelables coûtent 2 fois moins cher que le nucléaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous, on ne saisit pas? Renouvelables aujourd'hui en France. Pardon? Il y a seulement 16% d'énergie renouvelable en France. Parce que justement, on a toujours tout donné au nucléaire. Toute dernière question. Sur une déclaration polémique du week-end. Question sur la PMA et cette déclaration de Laurent Wauquiez qui était devant en sens commun. Il dit que pour lui, la PMA, la GPA mènera à l'eugénisme propre au régime nazi. Est-ce qu'on est face à une... C'est minable. À force de courir après le Front National, il va vraiment se perdre, ce Laurent Wauquiez. C'est minable. Minable, voilà, c'est votre dernier mot. C'est pas un très joli mot. Non, mais parce que encore 10 secondes pour en trouver un autre. Si vous voulez, l'écologie part à la conquête de l'Europe parce qu'on a un formidable projet à offrir. On l'a compris, vous en avez parlé pendant 1 heure. Merci beaucoup Yannick Jadot. On va suivre votre trajectoire donc, politique et électorale jusqu'aux européennes. Merci à vous, à bientôt. Merci mesdames. La semaine prochaine, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, qui sera notre invitée. Bonsoir, à très vite.